Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. Territoire à énergie positive et entreprise. Laurent Gaudichaud, directeur de la communauté de communes du Menet, usine de méthanisation Géotexia. Bonjour. Alors moi je vais vous parler de la Bretagne, donc j'aurais été un peu complexé de passer après le pays du Diois parce que je vais vous parler des cochons bretons. Après les 28% de terre en conversion biologique, ça aurait été compliqué. L'intervention de Le Sangoël m'a un peu décomplexé. La vallée de la Drôme, pardon, ouais. Donc voilà, pour montrer qu'à partir d'une réalité compliquée, on peut quand même réussir à faire des choses et à bouger les événements. Donc là encore, territoire pas sur les mêmes dimensions. Le premier, c'était 50 000 habitants. On avait parlé d'un bassin minier de 1 500 000 habitants. Enfin bref, moi je vais vous parler d'une communauté de communes de 6 500 habitants. Donc on n'est pas sur les mêmes dimensions, on y fait nécessairement pas les mêmes choses. Un petit tour. Donc on est en Bretagne. La communauté de communes, donc, elle est située à 1h15 de Rennes, à 3/4 d'heure de Saint-Brieuc sur la côte nord. Territoire relativement enclavé. On pourrait dire qu'on est enclavé puisqu'on n'est pas au bord des nationales qui drainent la Bretagne, avec des feux au vert et puis des feux au rouge. L'emploi, c'est pas si mal. On a un taux enfin c'est pas si mal, c'est jamais satisfaisant, mais en l'occurrence on a des taux de chômage qui varient entre 5 et 8% en fonction de la saisonnalité, donc c'est bien. Démographie, alors la Bretagne s'est vidée depuis la guerre et notamment ses territoires ruraux. Aujourd'hui, c'est stabilisé, la population recommence un petit peu à augmenter. Et puis, des choses qui sont encore compliquées. Monoactivité, alors plus que monoactivité, on le verra tout à l'heure, c'est mono-entreprise. Il y a un employeur sur le territoire. Faible mixité sociale, on est sur de l'agroalimentaire. Alors avec une entreprise qui a toutes sortes de métiers, sauf que ceux qui résident au pays, en l'occurrence, c'est les ouvriers. Pression environnementale, on est en Bretagne, je vous en reparlerai quand je vous parlerai d'agriculture et puis d'industrie agroalimentaire. Et puis le mal-être agricole, on est sur une société rurale et agricole, et en l'occurrence, les gens vivent pas bien l'image qu'il aurait renvoyée de leur métier. Donc les piliers économiques, ils sont à l'ordre de 3. C'est l'agroalimentaire. Alors là, vous avez le site d'une entreprise qui s'appelle Kermenet. Pour faire simple, en gros, c'est toute la filière viande des centres Leclerc. 45% de la viande qui est distribuée dans les centres Leclerc partout en France, elle est transformée sur ce site-là. Pour là encore faire un lien avec la mine, c'est un site de 160 hectares. Et ce qu'on fait, c'est pour que dans 20 ans, ça ne soit pas votre terrible. On sait que c'est des modèles qui font la richesse du pays, qui l'ont fait, qui le font, qui vont le faire. Mais un jour, il faudra sans doute changer de système. Et ce qu'on essaie de travailler, c'est de faire en sorte qu'il faut mieux préparer l'avenir maintenant qu'on a la richesse de cette entreprise, plutôt que quand il n'y aura plus rien. Alors, je vais dans le mauvais sens. Donc, cette industrie, c'est sur ce site-là, c'est une entreprise où il y a 3500 salariés. Il y en a 2300 sur ce site-là. Donc, vous voyez, sur une communauté de communes de 6500 habitants. C'est énorme. 35% des actifs du territoire qui y travaillent. Le lien avec un groupe de distribution, c'est une force parce qu'en l'occurrence, quand vous avez le réseau Leclerc qui distribue vos produits, c'est plus simple que quand il faut aller négocier le prix dans les linéaires tous les matins. Une force, c'est que c'est aussi un siège social, donc on parle souvent de l'abattoir, mais en l'occurrence, ce n'est pas qu'un abattoir, c'est-à-dire qu'il y a un service recherche et développement, il y a un service marketing, il y a la gestion financière, il y a la plateforme logistique, enfin bref, il y a tous les métiers. Les handicaps, c'est forte pression environnementale. Je vous ai dit, communauté de communes de 6 500 habitants. La station d'épuration de cette entreprise, c'est une station d'épuration d'une ville de 70 000 habitants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Rance, qui est connue quand elle se jette à Dinan. En l'occurrence, la source de la Rance, elle est située 500 mètres avant de traverser l'usine. Donc, vous voyez bien que quand on a une station d'épuration de 70 000 habitants, et que l'exutoire de cette station d'épuration, c'est la Rance, qui, en l'occurrence, a un débit d'étiage de 7 litres par seconde, le souci environnemental, il est forcément présent. Besoin d'un approvisionnement important, c'est une
très grosse unité, hein. Je ne vais pas vous dire combien on tue de cochons par jour parce que ça fait peur, mais c'est énorme. Et donc derrière, il y a tout le lien avec l'agriculture qu'on va faire, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de cochons en Bretagne, il n'y a plus cette usine. Donc c'est tout un modèle et toute une économie qui fout le camp. Alors on peut dire c'est pas beau, etc. C'est pas bien, c'est pas vers là qu'il faut aller, qu'il faut mieux faire du bio, des circuits courts, etc. Moi je vais pas l'expliquer dans un territoire où il y a plus de 50% de la population qui est en lien avec cette entreprise. Que ce soit parce qu'ils sont agriculteurs et qu'ils l'approvisionnent, que ce soit parce qu'ils y travaillent, parce que leurs enfants y travaillent, etc. C'est une chance pour ce territoire. Donc la faiblesse, une seule employeur. L'agriculture, c'est à peu près 400 emplois sur le territoire, donc là encore c'est relativement important. On est 12-13% de la population active, 300 exploitations. Une activité qui est ancrée au territoire et puis qui ancre l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'elle est aussi essentielle parce que derrière c'est le minerai, de l'agroalimentaire. Des faiblesses, les enjeux environnementaux. Je ne vais pas vous faire un cours sur la qualité de l'eau en Bretagne, mais à l'évidence c'est un problème et tout le monde en a conscience. Et puis une faiblesse, c'est aussi la dépendance à des paramètres qui se décident ailleurs, c'est-à-dire que l'économie de cette filière, elle se décide dans la négociation des grandes surfaces, elle se décide sur le marché mondial du cours des céréales, elle se décide d'ailleurs. Et donc comment est-ce qu'un petit territoire comme ça il réussit à agir? Troisième pilier, l'artisanat. Donc là encore un petit secteur, 80 établissements artisanaux, dont 45 dans le secteur du bâtiment, ça représente 300 actifs, donc c'est des emplois. Ce qu'on constate, c'est que des entreprises qui se renouvellent, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui s'installent, etc. La difficulté, c'est l'éloignement urbain, c'est-à-dire que les marchés, ils sont situés à Dinan, à Saint-Brieuc, à Rennes, etc. Et donc, quand on est artisan à Collinet, c'est pas simple, on est loin des marchés. Et puis, la difficulté à accéder aux commandes publiques, parce que petites entreprises, hein, vous voyez... 80 établissements, 300 actifs, donc vous voyez à peu près la taille moyenne. On est sur des entreprises de 1, 2, 3 salariés. Donc accéder à la commande publique où on va être sur plutôt des gros marchés, ça va être compliqué. Donc, vous voyez des feux au rouge, des feux au vert. Et donc la question qu'on s'est posée, puisque le territoire s'est donné un objectif de devenir un territoire à énergie positive, c'est en quoi ça aide à passer pour nous le territoire, mais aussi pour les entreprises, des curseurs du rouge vers le vert. Alors, les enjeux, on voit tout de suite, qui sont dans une démarche énergétique, c'est-à-dire que l'objectif territoire énergie positive, a priori, on peut penser que c'est substituer une énergie par une autre ou économiser moins, mais on s'aperçoit très vite qu'en fait, les enjeux, ils ne sont pas seulement énergétiques, ou ils sont, je ne vais pas dire presque marginalement énergétiques, ils sont avant tout économiques, sociaux et environnementaux. Et la problématique d'ailleurs sur ce territoire, elle s'est posée sur un problème environnemental, c'était comment est-ce qu'on gère justement ce problème des cochons. On est arrivé à l'énergie par hasard, parce que le process industriel c'était la méthanisation, et donc on produit de l'énergie, mais on y est arrivé complètement par hasard. C'était une question environnementale à l'origine, et puis des questions sociales. Je vais argumenter mon propos par deux exemples. Le plan d'action, donc si on se dit qu'au début c'est juste devenir un territoire à énergie positive, donc produire plus d'énergie qu'on en consomme, ça amène à un plan d'action. Et en l'occurrence, on est un territoire qui consomme beaucoup d'énergie, parce que là encore une grosse industrie, donc forcément des très gros besoins d'énergie. Et donc quand on veut devenir autonome, il faut remplacer ces 220 gigawatts électriques. Enfin, là, c'est si tout était électrique, c'est-à-dire que 220 gigawatts, c'est si on transfère tout en électricité, c'est-à-dire que ce soit le chauffage, l'électricité spécifique, la mobilité, etc. On consomme 220 gigawatts sur ce territoire. Et comment est-ce qu'on remplace cette origine nucléaire, pétrole, etc., par du renouvelable? Donc on a un plan d'action. 2012, c'est là où on en est aujourd'hui. On est à 22% d'autonomie énergétique. Plan d'action 2020, 68%. Et l'objectif, c'est l'autonomie énergétique donc, en 2030. Donc, vous voyez qu'il faut utiliser toute une somme de techniques. Ce n'est pas l'objet de ce propos. C'est juste pour vous expliquer que ce plan d'action, qui a priori est
bêtement technique. Il implique beaucoup d'autres choses. Effectivement, c'est produire ou économiser de l'énergie, mais c'est aussi sur un territoire investir. En l'occurrence, c'est 25 millions d'euros qui ont été investis sur la période 2008-2012. Donc ça fait l'économie. Donc, les 25 millions d'euros, c'est l'unité de méthanisation, le parc éolien, les chaudières et les réseaux collectifs. Les enjeux, c'est aussi relocaliser des emplois et des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pétrole dans le Monnet, il n'y a pas de raffinerie, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de centrale nucléaire, on n'en veut pas. Mais en l'occurrence, c'est de l'argent qui quitte ce territoire. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on le relocalise ? C'est des outils de production qu'il faut relocaliser, parce qu'en l'occurrence, les emplois et les compétences ne sont pas là. C'est aussi 2 millions d'euros de dépenses pour les ménages et les entreprises. Donc, comme je vous ai dit, qu'on ne produisait rien et qu'on ne transformait rien là, c'est de l'argent qui s'en va. Donc, on n'est pas un territoire fermé, on est un territoire ouvert, mais en l'occurrence, si on relocalise une partie de cette dépense, derrière, c'est de l'activité pour le commerce, pour l'artisanat, etc. Donc, on recrée un cercle vertueux. Et puis, c'est surtout stabiliser ou réduire la facture énergétique pour les ménages, les entreprises, les acteurs du territoire. Voilà un petit peu le schéma global. Donc on voit bien qu'on ne peut pas se poser la question que d'un point de vue énergétique, ça n'a pas de sens, puisque ça implique derrière beaucoup d'autres choses, et c'est ce qui donne sens justement. Je vais le symboliser par 2 exemples, puisque la question était plus centrée sur l'entreprise. Là, j'ai plus parlé de territoire, mais voir les avantages donc, pour les entreprises. Un premier exemple qu'on a déjà vu avec la BioVallée et puis qu'on a revu avec Loos-en-Gohelle, c'est pour les créateurs d'entreprises. Donc c'est une logique de pépinière d'entreprise. Et comment est-ce qu'on passe justement les curseurs du rouge au vert ? Une pépinière d'entreprise, parc d'activité dédié au métier de l'économie d'énergie et des énergies renouvelables. L'avantage, c'est qu'on est dans un bâtiment qui est porteur d'image, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie, et en l'occurrence pour les entreprises c'est important, qu'on crée des synergies, c'est-à-dire que c'est la logique des clusters, etc., qui a déjà été expliquée, mais en l'occurrence on est sur des métiers émergents. Les gens, s'ils s'installent chez eux, ils peuvent très vite se retrouver seuls, avec autour d'eux un environnement d'artisans, de commerçants ou d'industriels qui a du mal à les comprendre parce que c'est les écolos du coin, etc. Et en gros, ils peuvent vite se retrouver marginalisés ou isolés. Et là, en se retrouvant plusieurs dans un bâtiment, ils créent du business entre eux et puis ils s'enrichissent, pas que financièrement. Le fait d'être sur un territoire à énergie positive, c'est que nous, on a dû développer des compétences pour nos projets et forcément, on les met à disposition de ces entreprises-là. Et puis, c'est ce que vous disiez pour Loos, c'est-à-dire que derrière, c'est une communication qui est renforcée. C'est la logique, là encore, de la BioVallée. C'est que quand le territoire est visible, forcément, ces entreprises et ces acteurs on bénéficient de cette visibilité-là. Un autre avantage, c'est que c'est la collectivité qui veut devenir exemplaire sur ses bâtiments, etc. Elle a besoin de compétences. Et en l'occurrence, ça peut devenir un client privilégié. La collectivité a besoin de compétences parce que faire des bâtiments un petit peu innovants, c'est toujours compliqué. Et en l'occurrence, si on a les acteurs et les entreprises sur le territoire, ça devient plus facile pour tout le monde. Un autre élément que je n'ai pas dit, mais c'est par exemple une entreprise autrichienne qui est venue installer son siège pour l'ouest de la France sur les chaudières, tout simplement parce que comme les collectivités ont quasiment toutes mis en place des réseaux de chaleur et des chaudières, quand ils ont des clients, ils vont visiter la chaudière de la commune qui est à 300 mètres, et c'est plus simple et c'est plus démonstratif que de vendre sur catalogue. Pour le territoire, on est sur là encore des petites dimensions. La pépinière, elle a 1 an d'existence. C'est 6 entreprises qui s'y sont installées. Alors, c'est pas beaucoup, c'est 12 emplois. Mais bon, on est sur du démarrage. C'est crédibilité de la démarche auprès de la population, c'est-à-dire que c'est pas un jouet d'élu. On s'aperçoit que derrière, effectivement, c'est un bâtiment qui est plein, qu'il y a du monde sur le parking, que ça crée de l'activité et qu'il se passe quelque chose, que des entreprises qui se créaient pas ou qui se créaient peu avant, là, il y a un nouveau site qui développe de l'activité. Et puis, c'est des compétences nouvelles pour mettre en œuvre la stratégie territoire, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour être innovant en matière de réhabilitation de bâtiments, etc., il faut avoir les compétences sur le territoire. Le deuxième exemple que j'ai choisi, alors je reviens sur les cochons bretons, c'est une usine, un projet industriel qui s'appelle Geotexia,
Alors c'est une usine qui a été inaugurée en juin 2011. C'est une idée qui est née en 1999. 12 ans. 12 ans pour faire sortir un projet de terre. À l'origine, donc, c'est un projet qui est porté par une trentaine d'agriculteurs qui sont producteurs de porc sur des petites exploitations. Alors on peut débattre pendant 3 heures de la notion de petites exploitations. En l'occurrence, c'est des exploitations qu'on appelle familiales, qui considèrent qu'ils ont une qualité de vie qui leur va bien, qui considèrent qu'ils gagnent leur vie correctement, mais qui sont sur des exploitations qui ne sont pas du tout pérennes, tout simplement parce qu'ils produisent beaucoup plus de lisier que la terre ne peut en supporter. Et en l'occurrence, s'ils doivent se mettre dans le moule du traitement du lisier tel qu'il est préconisé, ils n'ont qu'une solution, c'est de racheter les terres de leurs voisins pour avoir suffisamment de terre pour répandre leur lisier. À la fin, ils sont plus 33, mais ils sont 15 dans cette histoire-là. Et leur objectif, c'est de rester à 33. Ils sont aussi trop petits pour investir seuls, et donc forcément, ils se disent faut qu'on le fasse ensemble. Alors déjà, c'est hyper compliqué d'avoir ce raisonnement-là. Hein. Quand on a eu ça, c'est beaucoup. Donc voilà un petit peu la logique de ce projet-là. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais c'est une grosse usine à merde, hein, pour être vulgaire, mais pour dire la réalité. Elle traite 30 000 tonnes de lisier, 40 000 tonnes de graisse issue de l'industrie agroalimentaire. Avec ça, on produit du gaz. Le gaz, on le brûle pour produire de l'électricité. Et là, on est sur une problématique, je dirais, un petit peu originale par rapport à la méthanisation, notamment quand on la voit en Allemagne. C'est-à-dire que le but, c'est que ce qui sort du méthaniseur, la boue, c'est pas d'aller la répandre sur la terre, parce que de toute façon, on n'a pas de terre à l'origine. Donc, ça marche pas. Le but, c'est qu'à la fin, ils sortent un engrais sec qui puisse être exporté sur d'autres territoires qui en ont besoin, parce qu'en l'occurrence, le fertilisant là, alors c'est plus compliqué que ça, mais une matière qui soit exportable, on ne va pas transporter de l'eau ou du lisier dans des régions céréalières, mais on peut transporter un engrais sec. Et puis que de l'autre côté, on ait une eau qui soit propre, qu'on puisse rejeter dans le milieu. Et un petit peu le process, c'est pour commencer à montrer le lien au territoire, c'est que cette eau-là, plutôt que de la rejeter directement dans le milieu, elle va aller irriguer des saules, des taillis à très courte rotation. Et ces taillis à très courte rotation, ils vont être brûlés dans les chaudières des collectivités. Donc vous voyez que la boucle territoriale, elle commence. Je ne rentre pas plus sur le schéma, mais montrer qu'il y a un sens à ce projet-là, puisqu'il est détenu donc à 34% par les 33 agriculteurs du début. Un groupe industriel parce qu'il faut des compétences, il faut des savoir-faire, etc. Et puis la Caisse des dépôts aussi, parce que le projet est compliqué, fragile, il a mis 12 ans et que la caution de l'État est toujours utile et indispensable. Pour les entreprises, alors je dis bien les entreprises parce que c'est Géotexia, mais derrière c'est 33 exploitations agricoles aussi. Donc d'un point de vue économique, c'est 33 exploitations qui aujourd'hui sont transmissibles parce qu'elles répondent à la réglementation sur le traitement du lisier. Et d'un point de vue environnemental, elles sont transmissibles. C'est complémentaire avec l'activité agro-industrielle. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il fallait 30 000 tonnes de lisier, il faut aussi 40 000 tonnes de graisse industrielle. En l'occurrence, il y en a sur le territoire. Donc c'est un avantage compétitif d'avoir une unité de traitement qui est à 5 km de l'usine. Avant, Carmenet faisait traiter ces graisses en Mayenne, c'est-à-dire à 150 km. C'est-à-dire qu'il y avait des navettes qui se faisaient tous les jours pour transporter de la graisse, etc. Alors que là, c'est à 5 km. C'est un avantage. On valorise 225 tonnes de matière sèche de bois. Je vous ai dit que l'eau était utilisée pour utiliser des taillis à courte rotation. Et en l'occurrence, comme c'est un territoire à énergie positive, les collectivités ont besoin de bois et donc sont des clients potentiels. Donc c'est un avantage là pour l'entreprise. Pour l'environnement, à l'évidence, c'est un avantage. 33 exploitations qui ont un plan d'épandage conforme à la réglementation. Social, c'est aussi des atouts intéressants. 33 agriculteurs qui ont monté un projet ensemble. Et puis, alors si ça avait duré 6 mois, ça n'aurait pas été compliqué, mais réussir à tenir pendant 12 ans tout le monde sur un projet dont on ne sait jamais, et tous les 3 mois, on se dit qu'à nouveau, il y a une nouvelle étape et que ça va se ramasser, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de fort entre eux. Et donc, c'est super important. C'est aussi du lien entre les agriculteurs, les industriels et les administrations.
Le montage, c'est une CUMA, donc des agriculteurs, et puis un industriel, des administrations qui contrôlent la réglementation. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ou qui sont plutôt des fois dans des relations conflictuelles. Et là, le fait d'avoir monté ce projet-là ensemble, pour un territoire, c'est hyper intéressant. On parle toujours de réseaux, mais c'est des réseaux qui, en l'occurrence, là encore, se créent. L'avantage aussi d'être sur un territoire énergie positive pour l'entreprise, je mets un lien sans faille des élus. Effectivement, et quand je dis sans faille, c'est qu'il n'y avait pas de famille politique, c'est-à-dire que ça a toujours été soutenu par tout le monde. Le projet du territoire, en l'occurrence, quand on a souhaité devenir un territoire énergie positive, il y a eu un plan d'action avec, il y avait 10 choses à faire, donc les chaudières, etc. La première action qu'on avait mis en avant, c'était réussir Géotexia, c'était en 2003. C'est sorti qu'en 2012. Mais en l'occurrence, le conseil communautaire et tous les conseils municipaux ont voté à ce moment-là une motion, partout à l'unanimité, pour dire oui, on soutient le projet Géotexia. Il était contesté par une majorité de la population, hein, donc c'était important d'apporter ce soutien-là. Pour le territoire, plein d'avantages. Alors, sur le plan économique et social, c'est 5 emplois. Géotexia, c'est pas beaucoup, là encore, hein, on est sur des petits ruisseaux. Mais c'est aussi des emplois qualifiés, c'est la maintenance, c'est les transports qui sont pas comptabilisés là-dedans, c'est 33 sièges d'exploitation agricole qui sont transmissibles, donc ça c'est aussi des emplois qui peuvent rester. C'est le renforcement du lien avec l'agroalimentaire. Je vous ai dit qu'il traitait les bouts de l'industrie agroalimentaire et en l'occurrence ça a un intérêt pour l'industrie agroalimentaire et ça renforce son lien au territoire. Et puis ça devient un site industriel attractif, c'est-à-dire que quand on fait de la méthanisation, on s'aperçoit qu'aujourd'hui il reste de la chaleur résiduelle et avoir une zone industrielle sur laquelle des entreprises peuvent venir s'installer et on leur dit vous aurez de la chaleur à pas cher, c'est un gros atout pour plein d'activités. Pour l'environnement, c'est 12 millions de kilowatts électriques qui sont produits par l'unité, 12 millions de kilowatts thermiques. Alors, il y en a beaucoup qui sont réutilisés pour le process. Et en l'occurrence, il y en a qui sont disponibles, et c'est là où je vous disais qu'il peut se développer des choses derrière. Un crédit carbone de 10 000 tonnes, c'est la moitié de la production du territoire, donc c'est super intéressant. Des ressources pour alimenter la filière bois, je vous l'ai dit. Production d'engrais organiques, alors c'est là où on est un petit peu dans l'aberration de la réglementation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui sort de l'unité Géotexia, c'est toujours considéré comme un déchet. Ça veut dire que les agriculteurs locaux n'ont pas le droit de l'utiliser. Par contre, ils peuvent acheter des engrais d'origine chimique, tout ce qu'ils veulent, enfin pas tout ce qu'ils veulent, dans le cadre réglementaire, mais ça, ils ont le droit. Donc ils sont obligés de vendre ces engrais qu'ils produisent, qui ont exactement les mêmes facultés agronomiques que l'engrais d'origine chimique. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a quelque chose à faire, il faut faire évoluer la réglementation, il faut que ce qui sort de Géotexia, ça soit labellisé, etc. Mais à terme, ça veut dire que sur ce territoire, on peut remplacer 50% des importations d'engrais d'origine chimique par ça. C'est-à-dire que c'est une valorisation d'un produit local qui vient se substituer à un engrais qui est très énergivore. De l'eau, parce que c'était la question du début. Donc l'usine, elle rejette 30 000 m3 d'eau avec 3 mg de nitrate. La norme que lui a imposée l'administration, c'est 10. Aujourd'hui, dans les analyses qu'ils font, ils sont à 3. Vous savez qu'en Bretagne, la bataille, elle est pour les 50. Donc quand on rejette de l'eau dans le milieu avec 3 mg, ça a une activité épuratrice, alors avec les aberrations qu'il y a, c'est-à-dire que par exemple sur les saules, c'est pas suffisant. Ils vont être obligés de fertiliser les saules. Donc l'administration oblige à filtrer par osmose, etc., des process super compliqués, et puis on s'aperçoit qu'en fait, d'un point de vue agronomique, c'est pas terrible. Pour l'environnement, là encore sur la bataille de la qualité de l'eau, 2100 hectares de plants d'épandage qui sont libérés par l'industrie. L'industrie épandait aussi des graisses sur des terres agricoles, donc contribuait à dégrader la qualité de l'eau. Et le fait qu'il les fasse traiter là, c'est 2100 hectares qui sont libérés, et donc qui peuvent être soit disponibles pour d'autres agriculteurs, ou en l'occurrence qui diminuent la charge fertilisante. Vous voyez que ça a des impacts relativement lourd. Je vais arrêter là donc pour ma présentation. Je vous remercie.
Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Bio-Vallée. Territoire à énergie positive et entreprise.